Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Nous, chez Double sur la com, on était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme qui a fait de son intuition son métier à travers son entreprise Maison Boussole et sa mission de consultante intuitive. Marion Cholou ne parle pas d'hypersensibilité ni de capacité extrasensorielle lorsqu'elle explique son approche et l'outil qu'elle utilise. Elle parle plutôt de science, de méthode et de rigueur. Ce n'est sûrement pas pour rien si elle est attirée par le subtil, les émotions et l'intuition depuis qu'elle est toute petite, si elle a débuté sa carrière professionnelle aux côtés des chevaux et qu'elle a basculé ensuite vers les réseaux sociaux alors même qu'ils avaient à peine émergé. Marion va nous partager son regard sur la connexion, l'intuition et le raisonnement et comment l'exploration d'informations éloignées dans l'espace et le temps peuvent éclairer notre vision du moment présent. Je suis très heureuse d'accueillir Marion au micro de Flamboyante. Bienvenue Marion, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Bonjour Sabine, écoute, avec une présentation comme ça peut que bien aller. Donc je me sens très bien, je suis très heureuse d'être avec toi pour ce petit moment. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Oui, moi je suis donc Marion, voilà, consultante intuitive comme tu l'as dit. Je fais plein de choses autour de l'intuition, autour du sensible, du subtil. C'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis toute petite et on va largement en parler pendant ce moment toutes les deux. Et puis voilà, sinon j'habite en Bretagne, à côté de Vannes, avec mes 2 petits chats et mon petit garçon. Et puis la vie est belle. Merci. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui ? Ce qu'entreprendre m'a appris dans ma vie ? Oui, à aujourd'hui pour toi, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que maman, qu'est-ce que ça... Entreprendre pour moi, c'est vraiment un parcours personnel, intime, de développement de soi, de découverte de qui on est, de nos ressources, de nos capacités, de notre capacité à se dépasser, à aller vers les autres aussi, à affiner notre vision, parce que sans vision, quand on entreprend, tu te l'apprends pas, tu es à ton compte aussi. Si on se laisse juste porter par les événements, c'est vrai que souvent ça peut être un petit peu difficile de savoir où on va. Donc avec le temps, j'ai appris que c'était important de donner une direction et puis de mettre tout en place pour que les choses aillent dans cette direction. Et ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie, en fait, parce que ça m'a permis de savoir me poser la question de ce que je voulais dans ma vie. Et puis ensuite, de savoir comment mettre en place des choses pour aller chercher ça. Et je trouve que c'est comme un jeu géant. C'est marrant parce que tu vois, je rebondis sur ce matin, j'ai habillé mon petit garçon pour aller à l'école. Et sur son t-shirt, j'avais jamais vu, mais c'était marqué game, donc jeu en anglais. Et j'ai souri, je me suis dit, tu vois, c'est ça en fait, la vie, c'est ça, c'est un grand jeu. Et voilà, j'ai hâte de lui apprendre aussi que voilà, on peut jouer avec la vie, avec notre parcours, avec notre chemin. Et voilà. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale, puisque il y a eu des expériences assez fortes pour toi et qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Oui, alors en fait, au début, moi j'étais en contrat pro dans un centre de gestion agricole. Donc c'était en 2013. Et, à ce moment-là, je sentais bien que c'était... Enfin voilà, j'étais salariée,
c'était bien, mais c'était pas trop mon truc. Voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait. Et puis en plus, moi, je venais d'un environnement. Mes parents étaient entrepreneurs. Donc j'avais déjà connu cette ambiance à la maison un peu d'avoir une entreprise, de stresser pour ça, d'être content quand il y a des succès et tout. Et là, c'est pas que je m'ennuyais, mais je sentais qu'il manquait quelque chose en fait. Et donc le jour où j'ai dû signer mon CDI dans cette entreprise, en fait, il s'est passé un truc assez fou, c'est que sur le moment, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais avec le recul, j'ai compris. C'est qu'en fait, j'étais là devant mes deux chefs avec mon petit crayon et j'étais en train de trembler. Et puis d'un coup, je me suis mise à pleurer et je suis partie en courant et je suis jamais revenue. Et j'ai pas signé ce CDI et je savais pas pourquoi sur le coup. Et en fait, c'est juste que le lendemain, j'ai eu un déclic et j'ai créé mon entreprise sur un coup de tête en fait, mais en arrière-plan, inconsciemment, ça devait se préparer depuis bien plus longtemps que ça, mais j'y avais jamais pensé consciemment. Et donc voilà, j'ai créé mon entreprise pour accompagner la filière agricole et agroalimentaire sur des études de marché, puisque c'était lié aux études que je faisais à ce moment-là. Et donc, j'ai lancé cette entreprise-là en auto-entreprise, puisque je me suis dit, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, en fait. C'est gratuit de se lancer là-dedans. J'ai juste besoin d'un ordi, d'une voiture, de ma tête, et puis c'est parti, quoi. Donc, au pire, ça marche pas, puis je ferai autre chose. Donc, je me suis lancée, ça n'a pas marché. Donc, j'ai pas eu de clients. Mais par contre, j'ai un ancien prof à moi qui m'a dit que si je voulais, en attendant que ça se lance, animer des journées de formation pour lui, parce qu'il pouvait pas tout gérer, eh bien, je pouvais le faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à animer des formations à la Chambre des métiers pour les artisans sur le sujet des réseaux sociaux. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin sur ce domaine-là. Alors moi, j'étais pas formée là-dedans, mais je venais un peu de cette génération numérique, à l'aise avec les outils numériques. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et je me suis entraînée avec 1, 2, 3, 4 clients, et puis ça s'est lancé comme ça. Et donc maintenant, ça fait presque 13 ans là que je suis community manager, du coup, que je m'occupe des réseaux pour les entreprises. Et puis voilà, donc ça c'est le début de mon aventure entrepreneuriale. Et à ça, c'est ajouté il y a maintenant presque 2 ans une autre entreprise dont tu as parlé dans ton introduction, qui s'appelle Maison Boussole, et sur laquelle je travaille avec mon outil intuitif, donc avec mon intuition, avec mes ressentis subtils, pour accompagner des personnes, des entreprises, des animaux, des lieux, des objets, enfin voilà, tout type de cible, comme on appelle ça, et accompagner des personnes sur le développement de leurs capacités subtiles aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager quand et comment tu as pris conscience de ton appétence pour le subtil et décrire aussi ce qu'est le subtil pour toi, enfin si tu peux le définir, et comment tu le distingues de l'inspiration ou de la créativité, parce que je crois que tu as écrit un livre d'ailleurs qui explore les parcours de créativité et d'inspiration de plusieurs personnalités créatives. Donc j'aimerais bien que tu redéfinisses un peu ces notions et que tu nous les décrives par rapport à ton ressenti à toi, ton expérience à toi. Alors moi, j'ai toujours été très sensible. Donc depuis toute petite, je ressentais plein de choses en fait, quand j'étais à l'école, au contact des autres, dans des lieux aussi. Enfin voilà, j'ai toujours ressenti plein de choses. Et donc pour moi, en fait, c'est plutôt les capacités subtiles, c'est ça, c'est nos sens, donc nos 5 sens qui sont ultra développés. Donc on va capter, c'est comme si on avait des antennes en fait, et on est un peu une sorte de Wi-Fi géant, et on va capter des informations dans notre environnement, sur tout ce qui se passe autour de nous, sur les personnes qui nous entourent, les lieux et tout ça. Donc ça, c'est lié pour moi à la sensibilité et à la finesse de notre perception sensible, justement. Voilà, donc je pense que ça s'est développé aussi avec le temps en avançant au fur et à mesure. Après, la distinction entre l'inspiration, la créativité, l'intuition, tout ça, c'est assez difficile à faire parce que tout est un peu entremêlé en fait. Tout est un peu... pour moi, l'inspiration vient de l'intuition, par exemple. Après, voilà, la créativité, c'est plus ce qu'on fait avec tout ça, à mon sens, voilà. Mais après, je pense que chacun met un peu la définition qui lui correspond le plus. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est vraiment l'intuition, c'est l'outil avec lequel
on reçoit les infos. L'inspiration, ça va être ce qu'on va faire avec ça, et la créativité, ça va être plutôt le moyen, je pense, le moyen, le support, tu vois, un petit peu, tu vois, comment on va l'utiliser. Mais au final, on parle de la même chose, en fait. Avec tous ces termes-là, on parle de la même chose, c'est tout ce qu'on ressent et comment on l'exploite. Merci. Et est-ce que tu penses que le contact des chevaux a eu une incidence sur tes capacités que tu avais déjà en toi, puisqu'on sait que les chevaux ont une sensibilité vraiment exceptionnelle et ils sont aussi le miroir de nos émotions? Parce que est-ce que c'est peut-être pas un hasard non plus, parce que tu m'avais dit en préparation de cette interview que bon voilà, toi l'école avait pas forcément beaucoup de sens pour toi, c'était pas un endroit dans lequel tu t'épanouissais et que finalement tu avais eu envie de te diriger vers les animaux, vers le cheval parce qu'il y avait un lien particulier entre toi et les chevaux. J'imagine, enfin moi je me suis dit que ça devait pas être un hasard cette connexion pendant si longtemps puisque tu as quand même passé pas mal d'années auprès de ces animaux. Oui, en fait c'était je pense pas que ça soit. Enfin, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais pas très à l'aise à l'école et que j'avais un peu de mal à comprendre l'humain. J'avais un peu de mal à comprendre. Je trouvais un peu cruel parfois les gens. Je les trouvais un peu rudes, un peu bourrus. C'était pas forcément très gentil avec moi. Puis moi, j'étais un peu naïve, tu vois. Je me laissais un peu faire et tout. Et chez les chevaux, j'ai retrouvé des amis. Voilà, on va dire, j'avais pas forcément beaucoup d'amis enfants, mais j'avais beaucoup d'amis chevaux. Donc j'avais beaucoup de. Enfin, c'est rigolo de dire ça comme ça, mais j'avais beaucoup de sensibilité commune avec les chevaux, puisque comme tu le dis très bien, c'est vrai qu'ils ont une sensibilité très profonde. Et je pense qu'ils m'apaisaient beaucoup. Ils me permettaient d'être pleinement moi-même, je me sentais pas jugée. Enfin voilà, je me sentais bien à leur contact, quoi. Et puis après, avec le temps, ça s'est un petit peu perdu parce que quand tu passes du loisir vers le pro, ça peut marcher, mais moi, ça n'a pas marché pour moi. Par exemple, j'ai perdu le contact avec le cheval, en fait, même en travaillant avec. J'ai perdu la passion. J'ai perdu le lien, justement, ce fameux lien qui me plaisait tant et qui m'apaisait. Quand je vais commencer à monter 6 à 8 heures par jour, j'ai perdu ça. Je suis passée dans un truc un peu robot, tu vois, où tu exploites un peu l'animal pour les biens, entre guillemets, de ton activité pro, parce que là, on montait des chevaux pour les concours, pour les débourrer, pour faire du haut niveau. Et du coup, il y avait plus ce truc, moi, j'avais perdu ce plaisir. Et ce lien si spécial. Complètement. J'ai perdu et même j'ai peur aujourd'hui des chevaux. Tu vois, quand je vois des chevaux, s'ils sont derrière une barrière, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de recréer de lien avec, tu vois, c'est aller loin parce que j'ai pas eu envie de. J'ai quand même fait un burn-out à l'issue de mon parcours avec les chevaux. Et ça a été assez violent parce que forcément, burn-out, ça casse une grande dynamique dans ta vie. Et donc, ça a aussi brisé vraiment ce lien définitivement. J'ai l'impression. Après, ma vie n'est pas finie. Peut-être qu'un jour, je renouerai avec eux. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'attire aujourd'hui. Du tout. Du tout, du tout. Des fois, il y a des gens de ma famille qui se souviennent que j'ai eu un grand passé avec les chevaux. Donc, ils m'envoient des photos, des trucs. Ou quand ils voient un documentaire, ils m'envoient un lien. Mais en fait, j'ai même plus du tout l'envie, quoi, de regarder ni de. Je suis passée à autre chose. Alors, tu m'as dit que donc tu sentais cette appétence, cette connexion au subtil, à l'invisible quand tu étais petite, mais que c'est certainement normal, tu savais pas quoi faire de ça et quoi faire des informations que tu collectais. Et est-ce que tu t'as peiné à écouter ces signes? Est-ce que ça a eu des conséquences factuellement dans ta vie? Et parallèlement, en fait, je crois que tu as vécu des choses un peu folles ou que tu en vis toujours aujourd'hui en suivant ton intuition. Donc, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as développé cet outil, comment tu en as fait un outil. Alors, au-delà, on en parlera après des formations que tu as pu suivre. Ouais. Mais déjà, au démarrage, en préambule comme ça, en étant néophyte et en recevant des informations, en étant dans la sensorialité, quel impact ça a eu dans ta vie quand tu n'écoutais pas parce que tu ne savais pas quoi faire de cette matière première accueillie? Et au contraire, comment tu as transformé ça pour que ça devienne un vrai guide quand tu suis ton intuition?
Alors, en fait, ça se traduit chez moi, l'intuition chez moi, ou en tout cas les capacités subtiles, elles sont reliées beaucoup à mon corps et à mon émotionnel. Donc, quand j'étais déjà dès toute petite, quand j'étais dans des lieux, je me sentais bien ou je me sentais mal. Quand j'étais au contact de certaines personnes, je me sentais parfois en colère, je me sentais parfois euphorique. En fait, j'étais et je suis toujours, mais sous une autre forme, une éponge. Donc, on entend parfois ce terme de dire, ah, je suis une éponge. Et ben en fait, c'est que je m'imprégnais d'un espace, d'une personne, etc. Et du coup, je ne savais absolument pas bah déjà, j'en avais pas conscience. Donc, je me trouvais un peu, bah, c'était instable en fait, parce que je comprenais pas pourquoi d'un coup, bah, j'étais en colère ou triste ou je me sentais bien, je me sentais mal. Enfin, je comprenais pas parce que c'était pas relié à ce qui se passait dans ma vie. Donc, je croyais que j'étais folle, quoi. Et en fait, et puis aussi, bah, mes parents avaient du mal à accompagner ça parce que bah, on savait pas pourquoi. À ce moment-là, tous ces trucs autour de la sensibilité, du haut potentiel et tout ça, c'était pas encore. Là, moi, j'ai 36 ans. Il y a 36 ans, c'était pas du tout développé, quoi. Enfin, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, ce que j'ai vécu quand j'étais petite, si un enfant le vivait aujourd'hui, on aurait des pistes pour l'accompagner parce qu'on se dirait ah oui tiens ça ressemble à ça ressemble peut-être à de l'hypersensibilité, peut-être à du HPI, donc on saurait accompagner. À ce moment-là, pas du tout. Donc ça se traduisait dans le corps, ça se traduisait par de la fatigue, par des boutons, par en fait mon corps me parlait, me transmettait des infos mais dont j'avais pas forcément besoin, mais il chopait tout et puis après il fallait que je m'en débrouille quoi. Et ensuite, en avançant, bah, dans ma vie, dans mes expériences, je sentais bien que, par exemple, quand je faisais des projets, des choses avec des gens ou toute seule, bah, j'avais des signaux comme quoi ça m'encourageait ou ça, au contraire, ça me freinait. Mais ça, je le vois que avec le recul. Sur le coup, je voyais bien qu'il se passait des choses en moi, mais je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse de ça. Donc, je l'écoutais pas. Donc, parfois, j'allais dans le mur parce que oui, je pouvais avoir par exemple, dans certaines relations, j'étais pas très heureuse. Mon corps, il était tout contracté quand j'étais avec ces personnes-là, mais je continuais de les côtoyer. Chose que je fais plus aujourd'hui. Maintenant, je sais que mon corps, il m'envoie plein d'infos. Si je suis contractée au contact d'une personne, je vais pas me poser 1000 questions. Hein. Je sais que c'est pas que je la reverrai plus, parce que parfois c'est pas si binaire, mais je vais pas chercher son contact. Et c'est là où en fait c'est chouette, c'est que aujourd'hui, je l'utilise de cette façon en me disant, parfois et très souvent, je reçois des messages de mon corps ou de mon intuition qui me disent d'aller dans une direction. Je sais que je dois y aller. Je ne sais pas pourquoi, parce que rationnellement, mon mental, il n'a pas encore la raison. Donc, je ne sais pas l'expliquer, que ce soit à moi-même ou aux gens autour. Mais je le fais quand même parce que je sais que c'est ce que je dois faire. J'ai appris à faire confiance à mon intuition et je sais qu'un jour, j'aurai la réponse à la question pourquoi je fais ça. Mais ça demande beaucoup de courage, enfin, et de la foi surtout. Parce que ça te demande de te dire, ok, bon, je sais que les fois précédentes, quand j'ai eu à faire ça, je l'ai fait et ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais regretté. Donc voilà, d'apprendre à se faire confiance aussi. Je peux donner des exemples hein, si tu veux de ça. Ouais, j'ai eu justement le jour où j'ai pas signé mon contrat, par exemple, c'était une des premières grandes expériences intuitives dans ma vie où j'ai su que bah là, voilà, c'était plus fort que moi, en fait. Voilà, parfois on a des choses qui sont plus fortes que nous, voilà, et c'est plus forte que notre raison, plus forte que notre mental. On a envie d'aller dans un endroit, absolument, on ne sait pas pourquoi. Il y a de grandes chances que ça soit notre intuition. Ou cette personne, on ne sait pas pourquoi, on la sent pas, on n'a pas envie de la voir, mais elle a l'air très gentille, pourtant il n'y a pas de souci. Bah, c'est probablement aussi de l'intuition qui nous parle. Euh, il peut y avoir plein de choses comme ça. Il peut y avoir aussi tous les jours, normalement, on prend la même route pour aller au travail, puis un matin, on prend pas la même route, et puis on apprend que le soir, on apprend qu'il y a eu un accident sur cette route. Voilà, tout ça, c'est de l'intuition aussi. Moi, j'ai eu aussi bah, un exemple quand j'ai eu une expérience très forte dans ma vie. Je suis tombée enceinte il y a 3 ans. C'était pas souhaité. Voilà, je voulais pas forcément avoir d'enfant, je voulais pas, c'était pas du tout prévu dans mon parcours, on va dire. Et puis finalement, j'ai senti, à un moment donné, j'ai senti que je devais le garder. Et c'était hyper flagrant, enfin c'était hyper précis, hyper clair pour moi. Je savais pas pourquoi, mais je devais le garder. Et donc, voilà, j'ai dû
me battre un peu contre mon mental qui disait bah non, c'est pas logique, il y a pas de raison. J'étais pas dans une situation idéale avec le papa. C'était pas du tout prévu au programme. Donc en fait, c'était rationnellement, c'était pas logique. Et pourtant, tout me disait de le garder. Je sentais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait confiance encore une fois à mon intuition. Et j'ai mon petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui, enfin, avec qui c'est une relation incroyable, avec qui je sens que ça fait partie des grands. Enfin, c'est le plus grand cadeau de ma vie en fait. Donc, si j'avais juste écouté ma tête, j'aurais pas gardé ce petit garçon. Donc, je sais qu'aujourd'hui, bah, mon intuition, elle est là pour moi, pour m'aider, pour me guider. Je lui fais confiance et c'est un outil merveilleux, vraiment. Bon, j'espère que ça va semer des graines et initier certaines personnes qui n'ont pas conscience de cet outil interne, puisqu'on l'a tous en nous et toutes, Oui. et que finalement cet outil, quand on l'écoute très précisément, parce qu'il faut vraiment suivre à la lettre les recommandations de l'intuition, c'est toujours des beaux cadeaux qui arrivent parfois effectivement en décalage, mais en tout cas il y a toujours des belles surprises et des choses incroyables qui se produisent. Parce que je te rejoins, moi je suis aussi hyper intuitive, mais depuis toujours, et donc c'est pour ça que ton parcours me parle beaucoup et que j'avais aussi envie qu'on le partage sur ce podcast, parce que il m'est arrivé des choses incroyables aussi en n'écoutant pas ou en écoutant mon intuition. Donc après, effectivement, il y a une histoire de discernement au fil des expériences avortées, parce que la tête a pris le pas sur le cœur et sur l'intuitif. On se dit, bah oui, mais là, en fait, j'avais l'info. J'avais reçu cette information. Je ne l'ai pas écoutée, je ne l'ai pas suivie. Et c'est sur des petites choses du quotidien. Je pourrais raconter 1000 anecdotes aussi. Et quand on a suivi, on se dit waouh, en fait, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'écouter cette petite voix et d'écouter cette info, quoi. Et puis de toute façon, il faut se dire aussi quelque chose que j'ai pu voir chez moi, mais chez d'autres personnes aussi, je le vois souvent. C'est que en fait, on sait. Souvent, on sait. Moi, je fais des sessions intuitives, donc j'ai accompagné plus de 200 personnes sur des sessions. Et souvent, ce que je leur transmets dans les sessions, ils me disent, bah, je le savais. Mais en fait, j'avais besoin de l'entendre sous une autre forme. En fait, c'est jamais une surprise. C'est juste qu'en fait, ils n'osaient pas faire confiance à ce qu'ils ressentaient parce que ça générait justement trop de changements, trop de peur, trop de doutes, beaucoup de doutes de soi souvent. Est-ce que je peux écouter cette part-là de moi que j'ai jamais, enfin, on n'a jamais appris à l'écouter. À l'école, on nous apprend à écouter notre tête, on nous apprend à écouter notre mental, on nous apprend, on est dans un, et ce qui est important aussi, hein, c'est important d'avoir le rationnel bien développé, et on est dans une société qui fonctionne beaucoup au mental, mais du coup, on a un petit peu délaissé malheureusement l'écoute intuitive, l'écoute intérieure, et puis ce qui serait bien, ce qui serait super chouette à mon sens, et c'est ce pourquoi je travaille, c'est de redonner un peu plus de place justement à ces élans du cœur, à ces discussions qui viennent de nous à l'intérieur, pour venir travailler avec le mental, pour que les deux soient voilà, qu'il n'y en ait pas un qui soit favorisé au détriment de l'autre, et voilà, parce que c'est un outil qui mérite à être déployé chez chacun. Oui, parce que je voulais dire, excuse-moi juste pour finir, parce que là-dessus c'est important, c'est que de toute façon, si on l'écoute pas, il y a de grandes chances que ce que vous ressentez, que vous n'écoutez pas, ça va revenir, mais sous d'autres formes, et toujours un petit peu plus fort. Ça va être un jour, ça va être une pensée, et puis si vous l'écoutez pas, bah, la pensée va devenir de plus en plus obsessionnelle. Puis un jour, peut-être que vous allez avoir une douleur physique parce que finalement vous luttez contre cette pensée. Et puis un jour, bah, peut-être que ça va se transformer en fatigue. Enfin voilà, en fait, ça va toujours être le level supérieur qui va arriver pour vous montrer, à un moment, il va falloir l'écouter, ce truc. Voilà. Donc, plutôt vous l'écoutez, même si ça fait peur, même si c'est dur, je sais, hein, je vois ce que c'est, hein, mais vous allez voir que vous pourrez faire confiance à ça, et plus vous lui ferez confiance, plus bah, ça va se développer, et en fait, c'est un cercle vertueux au final. Oui, et puis plus c'est doux, parce que parfois quand les informations arrivent au début et qu'on n'a pas encore bien expérimenté, on a l'impression que ça tombe comme ça de nulle part et que c'est quelque chose qui est complètement farfelu. Donc c'est un peu radical, c'est un petit peu trop fort et on a du mal, c'est un peu abrupt, donc on a un peu de mal à suivre cette information parce qu'elle est un petit peu radicale. Mais plus on l'utilise comme un outil au quotidien, et plus quelque part il y a une douceur aussi dans l'arrivée des informations, parce que quelque part bah, elle arrive, on la suit, il y en a une autre qui arrive, on la suit, donc en fait il n'y a pas de rupture, c'est doux, et finalement comme on est dans la confiance, il y a une forme de flow qui se...
c'est ça. On passe au début, on est un peu dans un truc un peu chaotique dans cette écoute, un peu, tu sais, un peu, comment ça s'appelle, saccadé, un peu. On passe Oui, du mental à l'intuition, du mental à l'intuition. Puis au fur et à mesure, bah ça, comme tu, voilà, ouais, c'est l'image que tu donnais, mais ça devient une petite vague. Et puis à la fin, ça devient lisse, et puis on travaille avec, et c'est fluide. Mm. c'est fluide. Ouais, c'est le mot qui me venait aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc une véritable sensation, une véritable écoute à maîtriser. Il y a vraiment une idée de maîtrise. Moi, je trouve que on ne maîtrise pas cet outil comme ça d'un coup, d'un seul. Il y a une vraie Oui, période oui. d'adaptation et de Apprentissage. maîtrise. C'est un apprentissage, et je trouve que c'est un apprivoisement de l'outil qui Oui, passe par, c'est vraiment un apprentissage par essai-erreur, en fait. C'est vraiment ce truc-là oui. de, j'essaie, je vois, je teste, je vois où est la limite, et, et ça s'ajuste, en fait. C'est un ajustement. Mm. Et puis, en fait, quand on teste comme ça, il y a des choses tellement flagrantes que ben, Mm. on se dit non, ah, mais pourquoi j'ai pas écouté? C'est fou parce qu'en fait, Ouais, j'ai eu le truc le matin, le midi, il m'arrive ça. Si j'avais écouté, ça aurait tout transformé ma journée. ouais. Et donc là, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on est obligé d'y croire, déjà, un. Et puis deux, de se dire, bah, là, je dois me laisser soutenir par cet outil parce que finalement, ma vie est beaucoup plus simple et fluide quand je suis les informations que je capte. C'est ça, exactement. C'est vrai que ça fait bizarre, on n'est pas habitué, hein, en fait, hein. Mm, On mm, mm. a souvent la peur, en fait, qui nous bloque. La peur de croire en un truc qui est pas. On ne sait pas trop à quel point on peut y croire, en fait. Et puis, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais qu'on nous a pas appris ça. Donc, du coup, forcément, on a l'impression d'aller un peu contre quelque chose d'intuitif, justement, alors qu'en fait c'est notre outil principal, enfin primaire, quoi, de base, c'est notre essence pure, quoi. Dans d'autres cultures, voilà, ils utilisent beaucoup plus leur intuition au quotidien. C'est même inculqué à l'école, même je crois dans les pays nordiques, là, enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre, ils enseignent l'intuition à l'école. C'est absolument fabuleux. Moi j'ai hâte de voir ça arriver dans nos contrées là. Franchement, c'est génial. Donc ça commence à arriver, hein, tranquillement, mais voilà, ça fait son chemin. Alors, toi, donc, bon, tu as commencé à maîtriser ton outil interne, cette guidance intérieure, et puis il y avait quand même quelque chose qui t'avait envie de rationaliser. Donc, tu as découvert une approche qui s'appelle le remote viewing, c'est ça? Et donc, tu t'es formé à cet outil. Et pourquoi, toi, tu as eu besoin d'une formation presque scientifique, en fait, qui validait des choses? Est-ce que tu avais peur de pas être prise au sérieux, ou est-ce que toi-même, tu te prenais pas au sérieux? En fait, moi, je suis quelqu'un de très cartésienne. Ça peut paraître bizarre comme ça pour quelqu'un qui travaille avec l'intuition, mais je suis très pragmatique. Donc je suis un peu comme saint Thomas, tu vois. Je crois que ce que je vois. Et j'ai rien du tout contre les pratiques ésotériques un peu plus, un peu moins, comment dire, pragmatiques. Mais en fait, ça ne me convenait pas à moi. Mais j'ai testé plein de choses parce qu'à partir du moment où j'ai voulu développer mes capacités subtiles et surtout commencer à les maîtriser, pas forcément maîtriser, mais à travailler mieux avec, moi j'aime bien ce terme-là, et ben en fait, j'ai commencé à essayer plein de choses. Donc j'ai fait du chamanisme, je suis allée voir des voyants, enfin voyants non, médiums. J'ai fait de la guidance informationnelle et quantique. Enfin, j'ai fait plein de choses différentes. Et à chaque fois, c'était hyper intéressant, mais il y avait toujours une dimension à mon niveau. Je ne parle que pour moi, évidemment, qui était trop, qui n'était pas assez ancré, qui n'était pas relié suffisamment dans la matière, finalement, dans notre quotidien, qui n'était pas assez scientifique pour moi. Et donc, j'avais tendance un peu à me perdre un peu dans ces univers-là. Et c'était un langage qui me convenait pas forcément, tu vois. Je me sens pas forcément à l'aise avec, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, par exemple, les entités et tout ça, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui existe, mais j'ai pas la preuve concrète, en fait. Donc, du coup, tant que j'ai pas la preuve concrète et définitive, eh ben, je ne peux pas utiliser ça. Moi, j'arrive pas, tu vois. C'est pas quelque chose qui me. Voilà, j'ai besoin que ça soit prouvé pour pouvoir utiliser ce discours. Alors, c'est oui pour être crédible, mais c'est surtout pour être crédible avec moi-même avant tout. Tu vois, j'ai besoin de quelque chose de solide, de stable. Et donc, c'est difficile quand on aborde ces sujets subtils. Si on veut que ça soit prouvé, c'est difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est prouvé encore pour le moment.
Donc oui, c'est super. Quand je recevais des messages de médiums qui me disaient c'est tonton Michel qui t'a dit ça, machin et tout, je trouvais ça génial, je trouvais ça pertinent, mais j'avais du mal à le relier à quelque chose de concret dans ma vie et de savoir quoi faire de ça, est-ce que je peux y croire à fond et tout. Donc en fait, quand j'ai trouvé la formation qui m'a formée justement à l'outil remote viewing, j'ai eu une révolution. Enfin, c'était pour moi, c'était dans ma tête, c'était la révélation en fait. Je me suis dit mais c'est exactement ça dont j'ai besoin parce que c'est un outil qui traite du subtil. Donc comment on perçoit des informations à distance, c'est ça remote viewing, c'est la vision à distance. Et en fait, c'est une méthode qui a été développée dans les années 80 par la CIA et le SRI, donc c'est un institut de recherche aux États-Unis. Et en fait, moi, j'entends CIA, institut de recherche, boum, c'est bon, ça m'apporte le côté rationnel dont j'ai besoin. Je me dis, ok, donc ça veut dire qu'il y a des gars hyper pragmatiques, même presque un peu réfractaires de base, qui sont allés étudier ces sujets-là. Moi, je veux voir ce que ça donne et je veux faire partie de ce mouvement-là parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, ils ont mené pendant plusieurs années, pendant plus de 30 ans, des recherches en fait sur comment travailler avec un protocole ultra précis, la capacité intuitive d'aller chercher des informations à distance sur des cibles isolées, en aveugle, et donc fascinant. Donc je me suis formée à ça. J'utilise donc cette méthode-là au quotidien et ça me plaît énormément. Et est-ce que tu peux... Alors justement, tu as choisi de mettre cet outil au service des gens. Oui. Donc, à la fois des particuliers, des professionnels. Tu as eu un déclic à quel moment c'est venu? Au moment où tu t'es formé, où tu t'es dit je peux pas garder cet outil pour moi et uniquement pour mon service personnel et je vais le proposer à des personnes qui n'ont pas encore accès à cette compétence? Ou comment après toi tu t'es positionné? Est-ce que ton positionnement actuel il suscite des questions, de la curiosité, de la résistance? Enfin, est-ce que comment ça? Je sais que c'est quand même assez frais puisque là tu l'as mis en place il y a 2 ans avec Maison Boussole. Comment t'es passé à l'acte? Alors en fait, c'est encore une fois, c'est l'intuition. J'ai commencé la formation, donc j'ai même terminé la formation, et puis je commençais à me dire, ça serait chouette si je pouvais faire quelque chose de ça. Sauf qu'en fait, j'avais mon petit, comment il s'appelle lui, le saboteur intérieur, qui venait me dire, mais attends, tu te prends pour qui? T'es pas assez formée, t'es pas assez pertinente, t'es pas assez, enfin pas puissante, mais tu sais, pour qui tu te prends? T'es qui pour faire ça? Et puis donc j'avais envie, mais en même temps, j'avais donc c'était le mental contre le cœur, quoi. Et plus les jours passaient, plus j'avais envie, mais plus je me freinais, et donc plus j'avais des douleurs qui commençaient à arriver. Moi, ça se passe beaucoup comme ça. Quand je m'écoute pas, je commence à avoir des douleurs, je suis fatiguée, j'ai mal partout, au point où pendant un moment, j'avais tellement de douleurs que même les médecins, ils se demandaient si j'avais pas la sclérose en plaques ou des trucs comme ça. Tu vois, donc j'ai fait des examens, ils ont jamais rien trouvé, évidemment. Et puis, c'était justement à cette période-là où je commençais à vouloir me lancer là-dedans, mais je luttais, donc j'avais mal partout et tout. Donc, ouais, on a fait des examens neurologiques et tout. Puis à partir du moment où je me suis dit, tiens, ça serait pas lié les deux là, et que j'ai commencé à envisager l'idée de suivre, d'écouter mon intuition qui me disait d'y aller, et ben bizarrement, j'avais plus mal. Et c'était du jour au lendemain. Hein. Mais alors, du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai posé l'intention de me dire, ok, bon allez, je me fais confiance, je vais voir ce faire avec ça, et ben, poum, plus de douleur. Le lendemain, je me réveille, j'avais plus mal. Donc c'est comme quoi, hein, on peut somatiser aussi vraiment fort. Et donc c'est mon intuition en fait qui m'a dit, tu vas faire ça. Tu sais pas encore comment, mais tu vas y aller. Tu vas écouter, tu vas être guidé tranquillement et hop. Donc après, je me suis lancée, je me suis dit bon bah ok, j'accepte d'aller là-dedans. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai rencontré. En gros, moi, je pose beaucoup d'intentions. Donc j'ai posé l'intention que sur mon chemin, on mette des personnes qui viennent m'apporter les ressources pour aller au mieux dans cette activité. Et donc, j'ai rencontré des gens. Tiens, on me parle de telle personne, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, je me dis, faut que j'aille la voir. Ça fait 2 fois qu'on me parle d'un livre, faut que je l'achète. Tu vois, je vois beaucoup de signes, en fait, un peu comme ça, ou en tout cas, quand je pose des intentions, après, je suis attentive à ce qui se présente sur mon chemin, parce que je me dis, vu que j'ai posé l'intention, je vais avoir les réponses. Et c'est comme ça que je suis guidée, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Pour moi, ça l'est, après... J'espère que c'est clair. En tout cas, voilà. En gros, je pose des intentions, je dis ce que j'aimerais vivre, et si c'est juste, les choses se mettent en place toutes seules. Je rencontre des gens qui bizarrement ont tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu calibrer mon offre
pour pouvoir avancer. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis, sans s'en rendre compte, elle a même pas fait exprès, mais dans une discussion, elle m'a permis de me donner un outil pour bien me protéger pendant les séances, Mmh. protéger mon énergie, ouvrir au début, fermer à la fin, mettre un verre d'eau qui va absorber l'énergie pendant la session, enfin que des trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est pendant des discussions, je chope des idées, je me dis ah tiens, ça c'est intéressant, je vais pouvoir faire ça et puis je vais rajouter ça dans ma pratique. Et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai construit mon service. Et puis aujourd'hui voilà, j'accompagne les personnes. Alors pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment c'est perçu, moi je suis convaincue d'un truc, c'est que la façon, mais d'ailleurs tu le sais aussi bien que moi parce que tu es là-dedans, c'est la façon dont on nous perçoit, c'est comment nous-mêmes on se perçoit à la base. Donc au début j'étais un peu timide, tu vois, je me disais mais attends, les gens ils vont trouver ça bizarre, peut-être un peu, ça va pas être clair, est-ce que ça va pas être un peu perché et tout. Bah forcément du coup ça rayonnait un peu ça, donc au début les gens étaient un peu surpris, ils étaient un peu dans le questionnement. Et donc je me suis dit si moi j'ai du questionnement, ça va rayonner le questionnement. Donc il faut que je sois hyper à l'aise avec ma pratique, il faut que je sois hyper à l'aise avec mon offre. Et je sais pourquoi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pourquoi je le fais, dans quel sens je veux le faire, qu'est-ce que je veux transmettre. Et en fait, maintenant, je suis hyper à l'aise avec ça, je suis hyper claire avec mon positionnement. Donc, les gens qui viennent à moi, ils ont pas de doute, ils sont très curieux en général. J'ai autant de gens connectés déjà à leur spiritualité, leur introspection et tout, que de gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Il y a des gens qui viennent me voir qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout un pied dans cet univers un petit peu subtil, ni ésotérique. Donc en fait, j'ai vraiment et c'est très bien accueilli. J'ai pas de détracteurs ou tu vois de choses un peu. Donc voilà, franchement, ça suscite beaucoup de curiosité plutôt. Génial. Et effectivement, je te rejoins. Quand on est sûr de soi et qu'on ressent une union à l'intérieur de soi entre ce qu'on propose et qui on est, bah, en fait, c'est ce qu'on renvoie. Donc, les personnes adhèrent C'est ça. complètement à cette énergie, à cet univers, parce que finalement, on l'incarne complètement. Exactement. Et il n'y a pas de doute, en fait. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur le positionnement, comme tu le sais. J'accompagne d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise sur ce sujet parce que le positionnement et la posture à travers le positionnement sont capitales parce que c'est tout ce qu'on renvoie, en fait, comme énergie et comme information à l'autre qui fait que l'autre, il est dubitatif ou dans l'expectative ou alors il va laisser un temps d'infusion très considérable parce qu'il n'a pas tout à fait confiance. Enfin, en fait, voilà, c'est nous qui envoyons ces informations-là et qui faisons que l'autre va se positionner d'une certaine manière par rapport à nous. Exactement, complètement. Ouais. Est-ce que tu peux aussi parler du nom de ton entreprise, de sa symbolique, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était évident? Enfin, moi, ça me semble évident, mais est-ce que ça l'a été pour toi? Et voilà, pour toi. Maison Boussole? Ouais, Maison Boussole. Alors c'est une histoire un peu originale parce qu'en fait à la base ça s'appelait pas comme ça. Je vais pas dire le nom que ça avait à la base parce qu'en fait en gros à la base quand j'ai créé il y a 2 ans j'ai pris un nom beaucoup plus un nom d'une école on va dire quelque chose autour de l'école. Et en fait ce nom-là moi j'avais vérifié sa disponibilité avant mais il s'avère que c'était très proche du nom d'une autre école très connue en France, enfin très connue dans ce domaine de l'intuition. Et pour moi je pensais pas que ça allait poser un souci quand j'ai déposé le nom. Sauf qu'en fait, si, ça a posé un souci, donc ils m'ont contacté avec avocat et tout, j'ai eu un peu peur. Ils m'ont dit, bon, bah, mais très gentils, hein, ils sont très gentils, mais ils se protègent, hein, ce qui est tout à fait normal. Et ils m'ont dit, bon, bah, en fait, le nom que vous avez choisi, c'est le même nom que nous, mais juste, j'avais rajouté un mot, ce qui est vrai. Et je pensais vraiment naïvement que ça allait passer, quoi. Et ils m'ont dit, bah, non, ça passe pas. Donc, j'ai dû changer. Donc j'ai changé le nom parce que bah, j'ai flippé. Tu reçois un courrier d'avocat et tout, tu fais oh, c'est quoi cette histoire? Recommandé là. Moi j'ai rien demandé à personne, je fais mon truc dans mon coin, je veux pas de problème. Et puis j'ai beaucoup de respect pour eux surtout, donc je me suis dit ok bon bah je veux pas de problème, non. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai eu un switch là qui s'est opéré mais en un quart d'heure. Je suis passée du nom que j'avais avant, j'ai trouvé Maison Boussole en un quart d'heure et je l'ai déposé. Donc en fait ça me semblait évident, je sais pas pourquoi. Maison Boussole est venue d'un coup, bah ça doit être de l'intuition aussi, mais en fait ça m'est venu d'un coup. Et finalement, avec le recul, je suis très très contente parce que je trouve qu'il correspond mieux ce nom. Il est plus intime, plus cocon, plus. Il y a le côté maison pour moi c'est le corps, enfin c'est nous, c'est notre intériorité. Et boussole c'est comment on s'oriente vers
vers vers là où on veut aller, vers notre but. Donc voilà, je trouvais que les deux ensemble étaient plutôt sympas. Mais tu vois, là, encore une fois, c'est pas le fruit d'une longue réflexion de plusieurs jours, quoi. Oui, c'est une fulgurance et puis c'est surtout que tu t'es retrouvé au pied du mur et que quelque part tu as été amené à trouver un nom plus personnel, plus intime, qui parle plus aussi parce que finalement un nom d'école, ça reste un peu un petit peu superficiel ou en tout cas un peu plus lointain quoi aussi je pense pour les gens à qui tu t'adresses. Ouais, exactement. Puis ça faisait un petit peu plus, peut-être un peu plus austère aussi. En fait, ça correspondait plus à l'énergie que j'avais besoin au début parce que je voulais me rassurer sur ma crédibilité. Et donc, vu que je voulais me rassurer sur ma crédibilité, ce nom-là, il correspondait bien. Mais en fait, au moment où j'ai reçu le nom, le courrier d'avocat, c'était un moment aussi charnière parce que c'est le moment où j'étais prête à assumer pleinement ma légitimité sans passer par une démonstration à travers un nom. Et donc, c'est toujours très bien fait de toute façon. Alors, c'est peut-être moi qui vois des liens partout, mais en tout cas, pour moi, c'était très cohérent. C'est que, voilà, je n'avais plus besoin de ce truc-là, de cette béquille. Et donc, je pouvais l'enlever et ils m'ont mis le coup de pied au derrière qui m'a permis de l'enlever. Donc c'est chouette. Tout est bien qui se bien. Le nom, en fait, il dit beaucoup de nous et il dit beaucoup de la manière dont on va accompagner parce qu'effectivement, si on a envie de se rassurer avec un nom un peu institutionnel, quelque part, on met aussi une distance entre nous et nos clients. Oui. Surtout quand on est solo, parce qu'après, si on est 50, pourquoi pas. Mais dans ce qu'on transmet en fait comme information à travers le nom, on met un peu de distance, de la froideur, et puis soit on essaie de se rassurer, mais finalement ça rassure pas les clients. Oui, alors arriver à un nom qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus intimiste, qui a beaucoup plus de sens, parce qu'il va y avoir des résonances là avec maison et boussole. Chacun va y trouver aussi ce qu'il a envie d'y trouver dans plus incarné. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus efficace. Et puis, donc, je fais une parenthèse. Donc, on dépose un nom de marque auprès de l'INPI et l'INPI. Et puis, effectivement, ça arrive souvent. Moi, en 25 ans de carrière, j'ai vu ça souvent, d'avoir le petit rattrapage de la pète patrouille avec lettre d'avocat. Et effectivement, c'est toujours une impression un peu bizarre. J'ai pas mal de clients passé par là où parfois je suis arrivée après le choix du nom où j'avais dit je l'aurais pas tenté moi parce que je trouvais que c'était très proche d'un autre nom et je l'aurais pas fait. Ils avaient eu la petite lettre et après on a recherché un nom qui était beaucoup plus cohérent par rapport à leur énergie et à ce qu'ils voulaient diffuser. Je suis convaincue que le nom qu'on a, il porte une énergie, alors que ce soit même notre nom à nous, notre prénom, notre nom, et aussi le nom de notre entreprise. Donc c'est juste que parfois dans la vie de notre entreprise, on a des périodes qui collent plus avec le nom. Tu vois, moi j'ai dans mon entreprise à côté de community management, j'ai changé 2 fois de nom parce que en fait, je sentais qu'il y avait des phases de vie de mon entreprise et le nom correspondait bien à cette phase. Et quand je sentais que ça faisait 1 an là qu'il y avait un petit décalage, je changeais de nom en fait pour coller mieux à la fréquence de la période dans laquelle j'étais quoi. Donc oui, c'est hyper intéressant toutes ces histoires de noms, de marques, d'incarner. C'est trop chouette. J'adore ce travail. On incarne une identité qui pour moi est vibratoire, puisque évidemment, à travers ces mots, c'est pas n'importe quel mot. Et effectivement, d'ailleurs, nos prénoms, on a l'impression qu'on les a reçus par hasard, mais il n'y a jamais vraiment de hasard, parce que quand on regarde les symboliques des prénoms et de nos noms, il y a toujours une énergie qui est complètement connectée à notre essence. Et c'est la même chose pour nos entreprises. Et c'est pour ça aussi que moi, dans tout le travail que je fais de naming, je vois aussi si c'est pertinent que la personne, si elle est solo et qu'elle va rester solo, prenne son nom et son prénom pour le nom et le prénom, pour le nom de son entreprise ou pas, parce que parfois trouver un nom, tu vois, c'est aussi un paravent, un voile pour se cacher derrière un nom qui n'est pas nous, alors que c'est une étape supplémentaire à franchir pour le client, tu vois, de dépasser ce paravent et de tomber sur la personne qu'il est venu chercher pour son accompagnement. Il y a pas mal de situations et de cas qui sont complètement différents et pour lesquels on va pas faire les mêmes choix parce que ça résonne pas de la même manière. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Concrètement, donc à quoi là l'outil que tu maîtrises maintenant, tu l'as appris, tu as été formé donc en complément de toute ton expérience et de ce que tu maîtrisais déjà toi à titre personnel. Donc à quoi cet outil peut servir, au service de quoi tu peux le mettre, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. Alors c'est un outil qui permet d'aller chercher des informations intuitives,
diverses. Donc ça peut être des émotions, des ressentis physiques, des images, des sensations, des petits films que je vais décrire, des mots-clés, des phrases entières. Donc c'est un outil qui permet d'aller chercher ces informations-là à distance, donc indépendamment de la personne, de la présence de la personne, pardon, sur une cible, donc c'est le mot technique, mais sur une cible identifiée. Donc ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être un animal, une personne, une entreprise, ça peut être un projet, ça peut être... Enfin voilà, il faut identifier une cible et ensuite une problématique. Donc ça peut être, par exemple, quelles informations intuitives puis-je obtenir à propos du projet professionnel dans lequel Sabine pourra s'épanouir demain ou pourra s'épanouir en 2026. Parce que demain, c'est très aléatoire demain, donc il faut peut-être pas utiliser ce mot-là. Mais voilà, donc en fait, c'est... Et à partir de là, moi, je ne veux aucune info, donc j'échange pas avec la personne avant. J'échange pas parce que parfois les gens, bah, c'est normal, hein, on est habitué par la logique, on se dit, bah, il lui faut de la matière à cette personne pour travailler. Donc ils essayent de me dérouler un peu le truc et je leur dis non, moi je veux rien savoir parce que plus j'en sais, plus c'est ma tête qui va travailler. Alors que là, c'est l'intuition qui doit travailler. Donc, je vous demande juste, on valide la phrase d'exploration. Ensuite, moi, je travaille sous 8 jours chez moi avec mon enregistreur vocal, mon crayon, mon papier, et j'enregistre toute la session qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, je leur envoie, et là, ils l'écoutent. Et quand ils l'ont écouté, là, on peut échanger autant qu'ils veulent. Ils peuvent me raconter l'histoire, ils peuvent me donner tous les détails qu'ils veulent. Ça me gênera pas du tout. Au contraire, souvent, c'est hyper intéressant pour moi. Mais voilà, donc c'est ça qu'on appelle travailler en aveugle ou à l'aveugle. C'est que je ne sais rien du tout avant. Donc ça peut paraître bizarre, hein, dit comme ça, parce que dans nos esprits rationnels, on ne comprend pas comment ça marche. D'ailleurs, je vous le dis, je ne comprends pas moi non plus comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été formée pour ça, donc je suis la méthode. En fait, je suis très scolaire dans cette démarche parce que je suis une méthode. Et la méthode, elle nous dit, tu as 3 colonnes. Tu as la colonne de gauche dans laquelle tu marques tes perturbations, tes émotions à toi, tout ce qui te concerne toi. Donc, hop, si je ressens de la colère, de la joie pendant la session ou un inconfort, je le marque à gauche. J'ai une colonne au milieu où c'est tout ce qui va concerner l'intuition. Et j'ai une colonne à droite qui va être tout ce qui va être le mental. Donc, par exemple, si je dis c'est vert, c'est végétal, c'est répété, c'est vertical, bah, mon cerveau, il va se dire c'est de l'herbe. Donc, je vais trier dans la colonne de droite l'interprétation mentale, c'est de l'herbe, c'est pas de l'intuition, ça, c'est ma tête qui m'a dit, à partir de tout ce que j'ai perçu sensoriellement, il va se dire qu'il y a de l'herbe. Hop, une fois que j'ai mis ça, je reviens à l'intuition et je déroule pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller chercher des infos. Donc, tout ce qui me vient par rapport au projet ou par rapport à. Ça peut être des dynamiques relationnelles, ça peut être. Des gens qui savent pas trop pourquoi ils font appel à moi, mais ils se laissent guider. Donc c'est une session généraliste. En gros, je j'ai pas d'axe particulier, juste des informations à aller chercher, mais je sais pas encore lesquelles. Donc je laisse venir ce qui va venir. Ça peut être sur un animal, ça peut être son bien-être. Est-ce qu'il a des messages à faire passer à ses propriétaires? Pour une entreprise, ça peut être des axes de stratégie, par exemple, pour l'année à venir. Ça peut être comprendre des nœuds ou des blocages aussi qu'il va y avoir dans l'entreprise. Donc voilà. Enfin, en fait, tout est possible. On peut tout faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que à partir du moment où j'ai une cible, je peux aller chercher des infos dessus. Voilà. Donc en fait, c'est super intéressant. Et toi, tu dois être dans un certain état physique, de forme, de vitalité, de conscience. Quand tu dis que tu peux délivrer les informations sous une semaine, c'est parce que tu vas ritualiser à un moment, tu vas attendre Enfin, moi, par exemple, je sais que j'utilise aussi mon intuition et je sais que je peux pas la forcer. Ça va venir à un moment donné où il faut que j'ai du temps lâche et libre devant moi, un espace-temps assez libre pour me dire que ça va descendre quand ça va descendre en fait, et que là après je vais noter et effectivement mais je peux pas me dire bah là je me colle derrière un écran et ça vient tout de suite. Enfin, ça peut un petit peu, mais alors moi ça je peux. Okay. Je peux l'activer quand je veux, mais par contre je choisis quand même pour mon confort. Et puis parce que j'ai envie vraiment de délivrer la prestation la plus qualitative possible, je choisis, c'est pour ça que je dis 8 jours, parce que je sais que je vais pouvoir choisir le meilleur moment. Voilà. Mais si par exemple j'ai un appel d'une personne qui est dans l'urgence absolue, vitale, non j'en sais rien, qui est dans l'urgence,
il veut une session maintenant, je suis capable de tout lâcher pour faire la session. Ouais. Mais oui, je me mets dans un état particulier quand même. J'ai besoin d'être dans un état de pleine réceptivité. Donc pour ça, j'ai vraiment... Alors là, j'ai un rituel qui est hyper travaillé. J'ai mis du temps à le travailler. J'ai mis à peu près 1 an à le peaufiner. Puis il est toujours un peu en mouvement, mais je me suis fait accompagner aussi pour ça. En fait, c'est un rituel dans lequel je choisis mon moment. Je me mets je me mets dans mon espace. Bon, après, je peux travailler dans d'autres espaces, hein, ça marche aussi. Mais je me mets dans mon espace. Je déroule un protocole d'ouverture que j'ai élaboré, dans lequel j'active plusieurs choses successivement. Donc déjà, je vérifie si je suis bien dans un état neutre. Voilà. Et si c'est pas le cas, je me fais une petite minute de respiration juste pour tranquille, me mettre en état neutre. Quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est ce que j'appelle ma vidange mentale aussi. Donc c'est tout ce que j'ai dans la tête maintenant, là, tout de suite, qui me concerne, qui concerne mes pensées, mes émotions, mes projets, mes contrariétés. Hop, je les écris et je les dis à haute voix pour les évacuer. Le temps de la session, pour ne pas être perturbée par ça pendant la session. Et donc, ça me permet d'avoir un esprit libre pour faire une session pleinement tournée vers la cible. Une fois que j'ai fait ça, j'active mes ressentis. J'attends d'avoir le signal parce que je me suis créé un signal en fait. Hein. Je me suis créé mon petit parcours d'ouverture comme ça de session. Et une fois que c'est fait bien, je commence la session et je marque l'heure de début. À partir du moment où je marque l'heure de début, je suis OK pour recevoir les informations concernant la cible. Et à la fin, je marque l'heure de fin. Et j'ai paramétré que quand je marque l'heure de fin, je ferme le canal. Donc, en fait, ça me permet d'être pleinement réceptif pendant ce laps de temps. Et une fois que je ferme, et basta. Et souvent, d'ailleurs, je me souviens même plus de la session que j'ai fait la veille. Parce que je ferme, donc tout ça, ça va partir avec, quoi. Donc, voilà. Et alors, le retour des gens, puisque toi, tu avances à l'aveugle, donc tu captes des choses, tu sais pas de quoi on parle, tu connais pas les gens, les sujets, tout ce qui vient. Quand tu délivres, quels sont les ressentis, comment c'est reçu Alors, souvent, déjà, moi, c'est marrant parce que souvent, je vois des images où je vois des trucs très précis. Et alors maintenant, avec le temps, j'ai appris à lâcher prise là-dessus parce que au début, je me disais, mais je peux pas dire ça, c'est bizarre. Mon cerveau, il voulait comprendre avant de le délivrer. Maintenant, j'ai complètement lâché ça. Si je vois un truc, je le dis, je me pose pas la question. Mais des fois, je me marre toute seule parce que je me dis, je comprends rien à ce que je raconte. C'est flou. Mais bon, bref, la personne, et en fait, ça leur parle beaucoup. Ça leur parle beaucoup. Souvent, ils me disent, mais comment tu fais pour voir ça? J'avais l'impression que tu étais dans ma tête. J'en avais jamais parlé à personne. Alors, je précise aussi une chose, c'est que j'aimais aussi dans le cadre que je fais là au début, dont je viens de te parler, dans le protocole d'ouverture, je me suis fixé aussi l'intention que je ne reçois que les informations que la personne est prête à me donner et qu'elle est prête à entendre aussi. Donc ça veut dire que je me pose pas la question, est-ce que ça c'est trop dur pour elle, est-ce que je peux lui dire ou pas. Donc en fait, les gens, quand ils reçoivent leur session, ils sont prêts à entendre tout ça. Et il y a beaucoup de soulagement souvent. Ça les soulage, ça les rassure, ça les structure, ça leur donne un regard extérieur qui leur permet d'y voir plus clair. Parfois, il y a certaines infos qu'ils n'ont pas comprises. Et puis, en fait, ça vient faire du sens dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Parce qu'ils se disent, tiens, c'est marrant, Marion, elle m'avait parlé de ça, sur le coup, ça m'avait pas parlé. Et là, je comprends mieux maintenant pourquoi. Donc, en fait, il y a aussi ce temps d'infusion là qui se fait. Mais ouais, souvent les retours ils sont super chouettes et c'est fascinant pour moi parce que je comprenais rien pendant la session et puis en fait la personne vient m'expliquer pourquoi après et du coup c'est trop chouette. Et pour les plus cartésiens d'entre nous, tu as des suivis de séances où finalement les informations que tu as transmises par exemple en amont, en prospective, vont être validées, tu vas avoir l'information, tu vas savoir que ce que tu avais annoncé, ça s'est produit. Non, pas toutes les sessions. Ok. Je dis pas que tout est vrai. Enfin, moi je cherche pas la vérité. Je cherche pas à aller trouver la vérité. Moi, je cherche la justesse. Donc, en fait, je cherche à ce que quand je vais dire un mot pendant une session, il soit au plus juste possible de ce que je ressens et par rapport à la personne. Et la personne, souvent, elle me dit, mais c'est fou parce qu'en fait, c'est exactement ça que je ressens. Donc, en fait, d'ailleurs, c'est souvent les plus cartésiens. Bah oui, parce qu'en fait, c'est souvent les plus surpris. Mais c'est souvent les plus cartésiens qui me disent, mais c'est bluffant, comment tu fais et tout. Et en fait, je leur dis, moi, je sais pas. Je sais pas comment je fais. Donc on rigole. Je leur dis, j'en sais rien. Je sais juste que tu m'as fait confiance. Donc, moi, j'ai eu accès à l'info. J'ai déroulé la méthode. Je te donne l'info.
et voilà, c'est tout. C'est la seule chose que je sais. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre. Le reste, comment ça marche, j'en sais rien. Et personne ne le sait. La science, elle ne le sait pas encore. Et c'est ça qui est magique aussi. Mais ouais, souvent, carrément, ils me disent, mais c'est fou. Enfin, voilà. Et alors, il n'y a jamais eu personne qui a eu peur ou qui s'est dit, mais mon Dieu, ça révolutionne sa façon de voir. Non, souvent, c'est vraiment très, très bien accueilli. Ouais, ils sont bluffés ou ils sont curieux, quoi. Mais c'est toujours hyper intéressant. Et donc les informations peuvent être des informations de confirmation finalement de choses que des gens, que tu l'as dit, peut-être savaient, mais n'avaient pas conscience en fait qu'elles savaient. Ou ça peut être des informations, on va dire, d'avant-garde. Non, pas trop d'avant-garde. Okay. C'est plus en fait, c'est plutôt en fait, c'est la même chose que ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voyaient ou ce qui se passe vraiment en eux, mais en fait avec plus de clarté. Donc c'est comme si je venais mettre de la lumière plus claire en fait sur ce qui est dans l'ombre chez eux. Ouais. En fait, ça précise, ça éclaire, ça vient révéler. Donc en fait, souvent ils sentaient un peu, tu vois, c'est comme si ouais, t'es dans le noir. En fait, c'est exactement. Tiens, je viens de trouver une image que je réutiliserai. C'est comme si tu étais dans le noir, dans une pièce, enfin dans la pénombre, tu discernes un peu les objets, les meubles et tout, et moi je viens allumer la lumière. Et donc du coup, tu vois vachement mieux les meubles. Tu vois tout à sa place. Mais en fait, tu voyais déjà un peu quand même, quoi. Okay. J'aime bien cette image, je la réutiliserai. Oui, c'est bien, c'est hyper clair, c'est évident. Donc oui. Alors, moi, je me posais la question quand même de l'émergence de l'intelligence artificielle. Parce que je me dis, tu vois, moi pour moi, hein, c'est mon sentiment, justement parce que je capte des choses longtemps à l'avance et que j'ai des visions très long terme à l'avance. Moi, je me dis, avec cette émergence de l'intelligence artificielle, qui est quand même une intelligence de machine, de robot, qui est ultra puissante, hein, mais qui travaille quand même par rapport à de la matière existante, je me dis, ça va mettre en lumière cette intelligence émotionnelle et intuitive, tu vois, qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, pourquoi, enfin, d'après moi, on va vers l'intelligence artificielle parce qu'on a l'impression que nous, on n'est pas suffisamment puissant en tant qu'humain, en tant qu'être, individu. Et je me dis, dans le contraste entre l'intelligence artificielle qui va vraiment dans une extrémité et qui convient pas forcément à tout le monde, je pense que ça va éclairer le fait qu'on est tous dotés d'une intelligence personnelle, intérieure, intrinsèque, qui est liée justement à l'intuitif. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je me dis, pour moi, j'ai l'impression que là, dans les 3, 5, 10, 15 ans à venir, ça va nous permettre, nous, en tant qu'humains, de nous connecter beaucoup plus profondément à notre intelligence subtile, émotionnelle et multidimensionnelle. Moi, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle est extrêmement douée, je trouve même plus que l'humain, pour lire des signaux faibles, pour aller analyser des dynamiques relationnelles, etc. Mais à partir de la matière déjà existante. Par exemple, tu lui donnes ta conversation WhatsApp avec quelqu'un, elle va te déchiffrer ça, mais mieux qu'un... Enfin, j'exagère en disant mieux qu'un psy, parce que voilà, mais déjà hyper rapidement, et puis très finement aussi. Avec des biais aussi, bon ça c'est un autre sujet, mais en tout cas voilà, si c'est bien paramétré, ça peut être vraiment un outil fabuleux. Par contre, elle n'est pas en mesure d'aller chercher des informations sans matière, en fait, elle travaille à partir de la matière existante. Tout à fait. Là où nous, en tant qu'humains, et ça elle ne le saura probablement jamais le faire, ou en tout cas aujourd'hui on n'a pas la technologie qui lui permet ça, elle ne peut pas aller travailler sur de la matière, sans matière. Et ça reste notre cœur notre âme, enfin notre essence pure, celle de l'humain, et on pourra pas nous l'enlever. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va être amené à être développé, en effet, puisque l'intelligence artificielle ne le fait pas. Et en plus, on est dans dans une société qui va très vite, où on a plein d'infos, on est submergé de contenus, de choses qui peuvent nous porter à nous comparer en permanence. Donc en fait, on a besoin aussi de plus en plus de nous retrouver à l'intérieur. On a de plus en plus besoin de cette intériorité, et donc tout ce qui va être développement personnel, pour apprendre à réécouter qui on est, et bien ça, à mon sens, ça va se développer. C'est ce que je crois aussi. Je pense qu'il va y avoir une montée en puissance de ces aptitudes, en fait, et de l'envie d'aller maîtriser ces aptitudes qu'on a tous en nous, auxquelles tout le monde ne croit pas encore aujourd'hui, mais je pense que d'ici peu de temps, ce sera beaucoup plus démocratisé.
Ouais, puis on sent aussi un petit peu plus la limite aussi maintenant de tout cet outil technologique là en fait on le voit se déployer mais en même temps on voit que ça nous comble pas complètement donc on va aussi chercher ailleurs ce qui nous manque et on va aller probablement le chercher sous d'autres formes moins mentales, plus subtiles donc je pense que ça va arriver vers ça. Bon, c'est pas demain la veille mais ça y vient tranquillement. Ouais, ça s'ouvre. Moi, je sens que ça s'ouvre. Et puis, il y a une certaine frustration quand même. Mine de rien, on s'était dit que ça allait être révolutionnaire et que ça allait nous changer la vie, cette histoire d'intelligence artificielle. Et finalement, on voit qu'effectivement, c'est pas si épanouissant que ça. Bah non. Et ça ne nous nourrit pas, nous, en tant qu'humains, à l'intérieur, dans le cœur, dans nos émotions, dans notre besoin d'être connectés aux autres. Et que finalement, voilà, l'envie de sens n'est pas nourrie par cet outil. Donc, dans le temps, c'est sûr qu'on va revenir à quelque chose de plus essentiel et de plus intrinsèque et de plus évident, en fait. Et de plus simple. Parce que finalement, l'équipement hyper puissant, on l'a déjà à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de monter des machines et des trucs de fous pour avoir accès aux infos. Alors, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, là, si on doit un peu synthétiser notre conversation, sur quelle valeur personnelle, en fait, t'as construit ton business et sur quelle qualité, en fait, t'es arrivé jusqu'ici? Alors l'éthique, moi c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête, c'est l'éthique. Je ne travaille, je travaille, et ça me tient à cœur de délivrer du bon contenu, des choses qui sont justes, qui résonnent juste par rapport à ce que je ressens chez les personnes. Je ne travaille que sur les personnes qui m'ont demandé. Donc ça veut dire que si quelqu'un demain vient me voir en me disant tiens, je suis amoureuse de un tel, est-ce que tu peux me dire si il l'est aussi, tu vois, enfin des trucs. Non, je le ferai pas. Je saurais expliquer évidemment pourquoi, mais parce que voilà, je fais ça sur les personnes qui sont pleinement conscientes et engagées pour le faire. Donc l'éthique, la bienveillance, donc il n'y a aucun jugement dans tout ce que je peux voir en session. Je peux voir des choses très lumineuses comme des choses beaucoup plus sombres. Je n'ai pas de jugement là-dessus. En fait, j'ai l'impression que je suis déconnectée de moi-même pendant la session. Donc en fait, Marion, elle n'a pas son mental avec son jugement bien, mal. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc pas du tout. Donc voilà, là-dessus, il y a pas de y a pas, en fait, il n'y a pas d'avis. Je n'ai pas d'avis sur ce que les gens viennent me confier et se livrer. Donc ouais, éthique, bienveillance, professionnalisme, parce que ça me tient à cœur. Et puis pédagogie aussi, quelque chose J'aime bien expliquer comment je fais, j'aime bien expliquer ce qu'on sait de cet outil-là, ce qu'on ne sait pas encore aussi. Donc j'aimerais me développer vers plus des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Là, ça me plairait bien cette année de faire ça. Donc voilà un petit peu. Merci. Est-ce que pour terminer, tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, un conseil que tu aimerais donner peut-être à des personnes qui lancent un business ou qui aimeraient intégrer un peu plus d'intuition dans leur entreprise? Faites confiance, commencez petit à petit à faire confiance à votre écoute intérieure. Alors ça peut commencer, souvent moi je leur dis, ça peut commencer par du jeu. Par exemple, posez des intentions. Posez l'intention dites-vous, tiens, aujourd'hui j'aimerais bien voir un truc en lien avec une girafe. Tiens, aujourd'hui j'aimerais bien voir un truc en lien avec une baleine, enfin j'en sais rien. Essayez de trouver un mot et puis vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des réponses qui vont arriver. Alors, c'est vraiment le minimum, enfin le niveau le plus basique pour apprendre à se connecter et à faire confiance à son intuition parce qu'en fait tu te dis mais c'est fou parce que quand je fais des demandes, ça arrive vraiment. Donc en fait c'est instaurer ce discours entre vous et l'intuition, en fait, même si l'intuition c'est nous, mais bon, enfin voilà, avec votre intuition, voilà, instaurez le discours avec votre intuition et vous allez voir, il y a plein de questions-réponses qui vont se faire comme ça. Ouais, c'est vraiment créer un dialogue. Créer un dialogue, voilà, exactement. Très bien. C'est ça. Alors, c'est vraiment à brûle pour point. Est-ce que tu as une idée d'une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast et que je pourrais interviewer? Une flamboyante, une nouvelle? Tu pourras me répondre ultérieurement. Hein. Je te posais la question comme ça, elle est pas je pense à quelqu'un, si tu veux, je peux te dire son nom. Je peux te dire maintenant ou après, comme tu veux. Oui. C'est Élodie Ruiz. Ok. Voilà, qui est en train de lancer un super projet qui s'appelle Canette sur la sensibilisation sur les dangers de l'alcool et de l'addiction à l'alcool précisément. Et elle a un parcours exceptionnel, c'est une personne exceptionnelle et ça serait vraiment super chouette. Ah wow. Merci, je suis ravie de cette belle inspiration. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion? Comment on te suit? Comment
Comment on te contacte? Vous me retrouvez principalement sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous pouvez me contacter par là. Du coup, vu que je suis community manager à la base, je saurai trouver votre message si vous m'écrivez là. Et voilà. Bon. Sur Maison Boussole ou Mandarine avec 2 i. Ok, très bien. Voilà. Je te remercie sincèrement pour le moment que tu as accordé à Flamboyante. Merci pour cet échange qui était, je pense, très inspirant pour les personnes qui vont écouter. Et je te dis à bientôt. Merci. Merci à toi, Sabine. C'était trop chouette. J'ai adoré. Génial. À bientôt. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!